Bonjour, merci de nous choisir chez vous pour ce nouveau numéro de décryptage sur votre chaîne New Info. Nous sommes avec Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler du Tchad. Plusieurs centaines de personnes déportées selon la FIDH. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. L'enquête sur les violences qui ont ensanglanté le Tchad jeudi 20 octobre se poursuit dans ce pays après la manifestation de l'opposition. Outre les morts et des blessés, la Fédération internationale des droits de l'homme alerte sur ce qu'elle qualifie de déportation vers le nord du pays pour une destination inconnue de plusieurs centaines de personnes interpellées. Mamadou Diouf, est-ce que vous avez eu écho de ces déportations? Parler de déportation, peut-être le mot est un peu fort et la FIDH fait exprès de l'utiliser, mais ce qui est sûr, c'est que beaucoup de Tchadiens se sont terrés chez eux, beaucoup de Tchadiens sont allés dans les champs, beaucoup de Tchadiens qui en ont eu l'occasion ont traversé les frontières. Puisque si après une simple manifestation, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement, une seule manifestation, il y a 50 à 70 morts, 300 blessés, mais ça veut dire que je ne sais pas si on peut parler de maintien de l'ordre, mais en tout cas, on n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. À partir de ce moment, toute personne ayant participé à cette manifestation, ne parlons pas de ceux qui ont organisé la manifestation, vont se poser des questions. Surtout quand on regarde le discours officiel qui a tendance aujourd'hui à cibler des individus, à les prendre pour responsables, à les accuser d'avoir fomenté un coup d'État. Mais ça veut dire qu'on commence déjà à trouver des coupables à qui on va régler des comptes. Certainement pas sur le plan juridique, mais plutôt sur le plan politique. N'oublions pas que ce Tchad-là également est connu pour la disparition des gens. Il y en a un qui est très célèbre qu'on recherche depuis 2006. On ne voit ni sa tombe ni son corps. Mais les gens, effectivement, en situation de peur, le premier réflexe, c'est de rester chez soi. Quand on croit y trouver de la sécurité, c'est changer de lieu d'habitation pour ne pas se faire arrêter, voire même quitter carrément les lieux. Et ça fait qu'effectivement, vous avez des Tchadiens qui aujourd'hui ont eu tendance à traverser les frontières pour pouvoir échapper, parce que l'armée est en train de rentrer dans certaines maisons à la recherche de manifestants. Alors, on parle entre 500 et 1000 personnes en train d'être déportées. Alors, ces jeunes, ce sont des jeunes, c'est qui précisément? Mais de façon générale, ce sont tout simplement des manifestants. Le gros problème, on a des personnes qui ont été arrêtées pendant la manifestation. Combien? On ne sait pas. Depuis la manifestation, à Moundou par exemple, ils sont allés maison par maison pour arrêter les gens. Combien de personnes ils ont arrêté? On ne sait pas. Mais finalement, si vous voulez mettre tous ces gens-là à N'Djamena, vous allez les mettre où? Dans les commissariats, à la prison, il risque de ne pas y avoir de place. Ça amène souvent les gens à faire quitter des gens qu'on a arrêtés à N'Djamena pour pouvoir aller les mettre dans d'autres centres de détention qui ne sont pas leur lieu habituel d'habitation, qui n'est pas également le lieu où ces personnes ont été arrêtées. Mais on n'a pas pour le moment un chiffre précis sur cette affaire, puisque même ces organisations des droits de l'homme n'ont pas la main facile pour pouvoir travailler actuellement dans la situation au niveau du Tchad, où tout le monde dit que c'est le calme, mais en fait c'est plutôt la terreur. C'est que les gens ont peur de sortir, les gens ont peur de réagir. Il ne s'agit pas de ce qu'on appelle un calme où chacun vaque normalement à ses occupations. Alors, c'est le représentant de l'ONG Dobien Asinkar qui demande à la communauté internationale d'agir bien avant. Il dit, est-ce que nous sommes devenus un État voyou? Le Tchad, finalement, un État voyou, Mamadou Diouf? S'il y a des enquêtes, si la FIDH, si Amnesty International, Human Rights Watch parviennent à faire un travail les mains libres, on pourra savoir si on est en face d'un État voyou. Parce que quand ils reviendront sur les faits, ils ont tendance à documenter ce qu'ils présentent. Avant de publier les faits, ils prennent contact avec les autorités officielles pour prendre également leur version. Et c'est des gens quand même qui sont un peu en dehors des rivalités, qui sont des rivalités entre des Tchadiens. On doit pouvoir porter foi parce qu'il faut écouter ceux qui ont manifesté, il faut écouter le pouvoir, mais il faut surtout avoir une troisième voie qui n'est ni l'opposition ni le pouvoir. Et souvent, c'est là où on trouve les faits d'abord
pour pouvoir les analyser, au lieu que ça ne soit des prises de position qui sont d'abord partisanes et qui ont plutôt tendance à justifier le groupe dans lequel on se situe. Mais si ces gens-là parviennent à faire un véritable travail, on pourra savoir s'il faut qualifier l'État tchadien d'État voyou ou pas. Mais en tout cas, 300 blessés pour une seule manifestation, 50 à 70 morts pour une seule manifestation. Combien de personnes arrêtées, on ne sait pas encore. On n'a pas l'impression qu'on a encadré une manifestation. On n'a pas l'impression qu'on a fait un travail de maintien d'ordre également, parce que le maintien de l'ordre devrait plutôt éviter tous ces morts et tous ces blessés. Alors en face, il y a la réaction du ministre tchadien de la communication et porte-parole du gouvernement, Aziz Mahamat Saleh, qui confirme bien que plusieurs dizaines d'arrestations ont eu lieu sans donner le nombre précis. En revanche, il demande, Mamadou Diouf, que ces personnes interpellées aient été envoyées vers le bagne de Korotoro, c'est au centre nord du pays. Ben, il est dans son rôle. Il est dans son rôle, puisque quand on dit qu'on a déporté les gens, ça pose un problème. Quand on dit qu'on a arrêté des gens après la manifestation, ça pose également un problème. D'autant que la façon dont le service d'ordre est intervenu au moment de la manifestation pose problème. Aujourd'hui, l'État tchadien est dans une posture de se défendre, de se justifier par rapport à une chose qui est à la limite pas justifiable. 50 morts en une journée dans une manifestation, il va falloir expliquer. Même s'ils disent à chaque fois qu'il y a également parmi les forces de défense et de sécurité des personnes qui ont été tuées. Mais comme le a dit quelqu'un, est-ce que parce qu'on tue 15 personnes parmi les forces de l'ordre qu'il faut tuer 37 personnes parmi les populations civiles? Non. Quand quelqu'un a tué une personne, la règle de l'État, c'est d'attraper le criminel si on le connaît. Et même quand on l'attrape, on le met entre les mains de la justice. On ne le frappe pas, on ne le déporte pas, on le met entre les mains de la justice et c'est la justice qui va décider qu'est-ce qui sera le sort de cette personne sur la base d'un jugement qui doit être également un jugement équitable. Mais on est loin de tout ça. Si vous regardez, même la France, qui avait quand même une position, j'allais dire, très particulière par rapport au président tchadien, elle a condamné. A très vite réagi doublement, en condamnant de façon ferme, mais également en se lavant les mains à grande eau pour dire que ce qui s'est passé, la France n'a aucune relation avec ce qui vient de se passer au Tchad. Mais ça veut dire une chose, ces gens qui sont informés savent déjà une bonne partie de ce qui s'est passé. Et si très tôt ils ont réagi de la sorte, c'est que quoi qu'on puisse dire, il y a une responsabilité aujourd'hui claire et nette du pouvoir tchadien par rapport à ces morts, par rapport à ces blessés, par rapport à ces prisonniers et à ceux parmi eux qui ont été déportés. Maintenant, le ministre ne peut pas faire autrement parce que quand les dégâts atteignent ce niveau, son rôle, effectivement, c'est d'essayer de minimiser les dégâts ou bien de compter les morts dans l'autre camp pour dire qu'il n'y en a pas dans un seul camp, alors qu'un mort, quel que soit le camp, est un mort de trop dans ce genre de situation. Alors, est-ce qu'on peut croire en la version de la France, Mamadou Diouf? On se souvient de ce qui était arrivé au Burkina Faso. La France avait démenti cela. Après, on a vu le nouvel homme fort du pays, Ibrahim Traoré, qui a dit la même chose. Oui, mais le problème, c'est que la France est également dans son rôle. Il ne faut pas oublier qu'actuellement, France en Afrique, c'est pratiquement le mot qu'il ne faut pas prononcer, même quand la France n'a rien fait. Mais quand elle est soupçonnée, et ici le soupçon se justifie, c'est le président Macron qui est allé au Tchad au moment de l'investiture du président tchadien. Alors que tout le monde sait... Et d'autres présidents africains également. Non, puisqu'on parle de la France, aucune des règles démocratiques que la France défend, que la France exige des pays africains, aucune de ces règles n'ont été respectées dans la transmission du pouvoir. Mais prise de position ne pouvait pas être plus nette. Déby Fils est allé en visite officielle en France. Mais tout cela montre déjà une certaine relation entre les deux pays. Et tout le monde sait que Déby Père était quand même un des éléments de la France dans la zone. Surtout qu'il y a la Centrafrique qui devient russophone, entre guillemets, pour ne pas dire russophile. Mais la France a intérêt à maintenir, entre guillemets, son Tchad. Et pour le faire, il fallait effectivement collaborer avec le jeune Déby, ce que la France a fait, de sorte que maintenant, si sous le jeune Déby, il y a ces choses qui se passent, on soupçonne nécessairement la France d'y être pour quelque chose. Et vous avez vu comment la France a réagi rapidement pour se laver en grande eau en disant nous n'avons rien à voir
avec ce qui se passe, mais il n'y aura pas beaucoup de gens pour y croire, parce que on connaît l'enjeu du Tchad pour la France aujourd'hui. Alors, vous parlez de réaction. On peut parler également de cette réaction du nouveau Premier ministre du Tchad, Saleh Kizabo, qui était un opposant au papa de Mamad Déby et Idriss Déby, le défunt Idriss Déby Itno. Alors, il a fait aussi le bilan, il a condamné également les manifestations. Mamadou Diouf, qu'on voit les forces de l'ordre qui sont tuées, qu'on voit également le siège de son parti qui a été saccagé. On s'en est pris également à l'ancien Premier ministre Albert Bataké. On peut quand même se poser des questions sur ce qui s'était passé le 20 dernier. Mais non, les choses sont très claires. Dans toutes les manifestations en Afrique, de façon générale, c'est rare qu'on voit de la destruction pour de la destruction. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal à un certain moment et dans d'autres pays, on a ciblé, comme au Burkina tout récemment, on a ciblé des bâtiments connus comme étant des bâtiments français. Au Burkina, pour faire tomber Blaise Compaoré, on a ciblé les gens qui étaient avec Blaise Compaoré. Tu venais, tu vois une boutique qu'on a cassée. À côté, il y a une autre boutique. On laisse cette boutique. On laisse encore une boutique, on casse une autre boutique. Après, quand vous faites les enquêtes, vous vous rendez compte que les vrais propriétaires sont des proches du pouvoir ou ce sont les gens du pouvoir. Ici, ce qui s'est passé, l'opposition a dénoncé un certain nombre de personnes, dont l'actuel Premier ministre, qui était également de l'opposition. Mais quand les populations sont sorties pour manifester, elles ont marqué leur mécontentement par rapport au Premier ministre en allant également saccager son siège. Ce qui n'est pas normal, parce qu'il faut être clair là-dessus. On peut ne pas être d'accord avec le Premier ministre, on peut manifester contre le Premier ministre, ça ne donne pas le droit quand même d'aller saccager son siège. S'il a changé de camp pour ne plus être du côté de l'opposition, pour être du côté du pouvoir, ben, laissez-le assumer. Et le jour où il va se présenter devant les Tchadiens, que les Tchadiens prennent leurs responsabilités pour savoir s'ils vont l'accepter ou pas pour pouvoir diriger ce pays si il va le faire parce qu'il est en train de tout rater. Mais regardez, quand les populations le font, souvent, c'est quelque chose de ciblé. Et dans ce ciblage, il y a un message d'une population qui dit à quelqu'un qu'on a parfois soutenu, avec qui on a manifesté, généralement, on le considère comme un traître. Et de façon générale, quand la foule dit que celui-là est un traître, le traitement est malheureusement le même un peu partout. C'est s'en prendre à la personne, s'en prendre à ses biens, parfois même malheureusement à ses proches. Alors, le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, l'Angolais Gilberto da Piedad Verissimo, a entamé samedi en N'Djamena une mission d'évaluation de la situation. Il a notamment visité quelques sites touchés par les manifestations et a rencontré le Premier ministre Saleh Kizabo. Au terme de la mission, il va élaborer un rapport qui sera soumis à la deuxième session extraordinaire des chefs d'État de cette communauté prévue ce mardi, 25 octobre à Kinshasa en RDC. Et le président ou bien le chef de la junte, Mamadou, le chef de la junte va participer à ce sommet à Kinshasa. Mais tout à fait normal. Bon, on ne peut pas le considérer comme un chef de la junte. Il n'a pas fait exactement un coup d'État militaire parce que d'habitude, il a fait plutôt un coup d'État constitutionnel plutôt, puisqu'ils sont allés de l'autre côté. Ils n'ont pas pris les armes quand même pour prendre le pouvoir. Ça fait la différence quand même de traitement par rapport à quelqu'un qui a pris le pouvoir par les armes. Mais il doit y aller parce que l'organisation n'a pas suspendu le Tchad. Et comme vous l'avez dit, ce n'est pas la France seule qui était présent à l'investiture. Il y a des chefs d'État africains et d'autres responsables. Le président congolais de la RDC à l'époque, il était le président en exercice de l'Union africaine. Oui. Donc il y a des gens qui étaient là et qui n'ont pas considéré la chose à proprement parler comme un coup d'État. Ce qui fait qu'il est quand même fréquentable. Maintenant, avec ce qui vient de se passer, son fréquentable risque d'être remis en cause. Moi, je trouve que c'est important que ces structures sous-régionales interviennent de façon assez rapide. Mais le drame, c'est que notre intervention est souvent très lente. On avait parlé ici avec l'Union africaine à un certain moment d'anticiper sur les crises, de mettre en place un mécanisme pour que quand on sent que la moutarde est en train de monter, qu'on n'attende pas que les choses explosent avant d'intervenir. Mais ce mécanisme a du mal à fonctionner alors que malgré la conférence nationale,
Tout le monde a vu comment les gens ont quitté progressivement la conférence nationale, mais tout le monde savait que cette conférence nationale n'allait pas résoudre le problème du Tchad. Les gens auraient dû anticiper ce que des religieux ont fait pour essayer de remettre ensemble les Tchadiens pour que la conférence soit inclusive, mais l'Union africaine, la structure régionale, aurait dû également faire ce même travail. Et si cela avait été fait, on aurait certainement évité cette manifestation. Maintenant, après la manifestation, malheureusement, avec ce qu'il y a comme mort d'homme, même si la structure régionale va intervenir, le Tchad est reparti malheureusement sur le mauvais pied après les assises nationales. Alors, Mamadou, le ministre a accusé l'opposant Succès Masra, le leader des transformateurs. Il dit qu'il a appelé les jeunes à prendre les armes. Le Premier ministre Salih Kizabo, on se souvient, avait déjà mis en cause Succès Masra, ainsi qu'un autre opposant, il s'appelle Yaya Dilo. Est-ce que l'étau se resserre autour de ces deux opposants? Mais bien sûr, l'étau se resserre, raison pour laquelle quand l'émissaire de l'organisation sous-régionale est venu, quand il a demandé à Succès Masra de venir le rencontrer, la réponse qu'il lui a donnée, c'est qu'il ne trouve pas prudent de sortir parce que s'il sort, sa sécurité est en danger. Ils se sont entretenus au téléphone. Ça montre clairement ce qui se passe. La deuxième chose, avant qu'il n'arrive, le siège de son parti était encerclé par les forces de défense et de sécurité. Quand il est venu, on a desserré l'étau. Quand il est reparti, l'étau est revenu. Mais il est clair que ces gens-là sont visés. Maintenant, ce qui est inadmissible, c'est quoi le rôle d'un ministre? C'est quoi le rôle d'un premier ministre? Je crois que c'est l'exécutif. Qui est coupable? Qui doit le décider? C'est le judiciaire, non? Mais si l'exécutif a déjà choisi les coupables, les commanditaires, etc., quand le judiciaire viendra, il va faire quel travail? C'est qu'il y a un problème également. Ils sont dans un camp, ok. Qu'ils se prononcent comme des politiques, ok. Mais qui est coupable? Il y a une institution qui doit venir déclarer qui est coupable en donnant des preuves. Mais très rapidement, l'accusé, c'est une façon quand même de vouloir noyer son chien, et d'habitude, on l'accuse de rage. Alors, vous connaissez pour chuter le Tchad, le bagne de Korotoro, ça vous dit quoi? C'est au centre nord du pays. Mais bien sûr, quand on dit le nord du Tchad, on va où? On va vers la zone désertique, c'est-à-dire là où vous n'avez absolument rien. Même si c'était une prison en bonne et due forme, rien que les conditions climatiques feront que les personnes qu'on va mettre là-bas seront dans des difficultés. Alors que au Tchad, depuis Hissène Habré, pas avec Déby seulement, depuis Hissène Habré, cette prison était connue pour que quand il y a des gens qui sont là, qui sont considérés comme des troubles faits, au lieu de les garder en N'Djamena où tu peux voir ta famille et autres, on t'éloigne, puisque c'est pourquoi la FIDH parle de déporter, on t'éloigne de ta famille, on t'éloigne de tes proches, on t'éloigne du mouvement auquel tu appartiens et on va te maintenir dans une prison dans des conditions qui n'ont rien à voir avec les conditions normales qu'un prisonnier doit avoir dans un centre de détention. Et c'est pourquoi ils utilisent également le terme déportation parce que c'est fait à dessein pour mettre des gens dans des conditions les plus difficiles possibles. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On va marquer la petite pause. Et derrière, on reçoit notre invité, Lumagloa Kemayou.